Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand format de Smart Impact, une heure d'émission pour creuser les enjeux de transformation environnementale et sociétale avec un grand entretien, 26 minutes tout à l'heure face à une personnalité qui compte dans notre économie. Et cette question, êtes-vous prêt pour l'impact? Je la pose cette semaine à Stéphane Moreau, président du directoire du groupe Unit. On sera au cœur des enjeux des énergies renouvelables. Auparavant, pour ouvrir cette émission, je reçois dans une minute Jean-Pierre Martin, le cofondateur de Mobilivre, une librairie itinérante, éco-responsable pour partager la passion de la lecture et soutenir aussi les éditeurs locaux. Notre débat, il portera sur le bois comme matériau de construction. On verra comment concilier performance économique, gestion durable des ressources et responsabilité environnementale. Et puis, dans notre rubrique Start-up et innovation, vous découvrirez la socio-coiffure et ses artisans qui exercent en milieu médical, socio-médical pour les personnes les plus fragiles. Voilà pour les titres. C'est parti pour ce Smart Impact en format XXL. L'invité de ce Smart Impact, c'est Jean-Pierre Martin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Mobilivre. Vous l'avez créé avec Christophe Duvernois. C'est une librairie itinérante et éco-responsable. Déjà, je veux bien remonter à l'origine. Comment vous avez eu l'idée ? Alors, merci de me recevoir tout d'abord. Et puis, c'est une idée que j'ai dans ma vie d'avant, parce que là, je suis retraité. J'étais patron d'une agence d'événementiel que j'ai fermée en 2024, début 2024, pour prendre ma retraite. Et j'organisais les 10 dernières années des tournées des plages pour une librairie itinérante pour un gros éditeur parisien. Okay. Donc on faisait les plages et tout ça, et les gens me disaient mais c'est bien, ça marche bien l'été, mais nous on aimerait bien vous voir en ruralité parce qu'il n'y a personne. Il a fallu qu'il y ait un appel d'offres, un appel à projet du ministère de la Culture en 2021, en plein moment de Covid. C'était les alternatives vertes dans le domaine de la culture. Donc vous avez 4 heures, on y a répondu, on s'est bien marré. Et ça a donné Mobilivre. Et ça a donné Mobilivre. Alors c'est quoi le principe ? Alors le principe... C'est un book-book, c'est ça ? C'est un book-book. Alors là, un book-book, c'est quoi ? C'est un tuk-tuk électrique que l'on est allé chercher en Turquie. Okay. Grâce à un autre de mes associés qui est turc et qui nous a trouvé cet engin. Il y en a plein dans les rues d'Istanbul. C'est pour la logistique du dernier kilomètre en Turquie. Donc voilà. Et nous, on est les premiers à l'importer en France. Et vous l'avez gavé de livres. Et on l'a transformé en librairie mobile. Okay. On a mis des rayonnages, tout ça. Et puis, il y a un libraire qui conduit, une libraire qui conduit, en l'occurrence une libraire, là, sur Uzès, au lancement, la librairie, et qui fait tous les villages, les petits bourgs. D'accord. Concernant la communauté de communes du pays d'Uzès. Alors, parce que vous venez de le lancer effectivement dans le pays d'Uzès, ça suppose quoi déjà, si on comprend bien déjà un partenariat avec quoi ? Un libraire ou des libraires locaux ? On est en partenariat avec une librairie locale, en l'occurrence, et ça sera tout le temps comme ça. On n'est pas là pour venir, c'est pour agrandir un peu l'achalandage des librairies locales, mais qui sont bloquées de fait à leur petite ville. Là, en l'occurrence, Uzès, il y a 20 000 habitants, je crois. Donc c'est cette librairie qui fournit les livres. Absolument. On les commande ? Comment ça marche ? On les commande. Moi, je vis dans un petit village du pays d'Uzès. Comment je fais ? Eh ben voilà. Vous allez sur l'application. On a monté une application qui regroupe les éditeurs, éditeurs indépendants et gros éditeurs, qui regroupe les lecteurs et qui regroupe les libraires. Donc vous choisissez votre librairie, en l'occurrence Uzès, et puis on vous dit à quelle heure et à quel jour passe le book-book dans tous les petits villages, et puis les animations qu'on peut y faire. Il faut savoir que là, pour la première édition, on est parrainé par Mathias Malzieu, du groupe Dionysos, donc qui viendra le 3 et 4 juillet à Uzès, pour nous faire un peu... Et puis on va le balader un peu en book-book dans les petits villages. Vous aurez peut-être la surprise, si vous habitez dans la région, de tomber en plus sur le de Dionysos. De Dionysos. Et donc l'idée, alors on a bien compris, on va reparler du système, de ce que ça représente pour les libraires, peut-être aussi pour les petits éditeurs indépendants, parce que c'est important. Mais l'idée, c'est quand même de créer du lien social, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le book-book arrive dans un village ? Le mantra de Mobilivre, c'est remettre le libraire au milieu du village, d'accord ?
recréer du lien social. Notre mantra, c'est de dire un commerce qui se ferme en ruralité, c'est une ville qui se meurt, enfin un village qui se meurt, un bourg qui s'éteint. Donc on ramène la lecture, et par le biais de la lecture et de la culture, on ramène de la vie sociale. Parce que qu'est-ce qui se passe la librairie itinérante, le BookBook, il s'installe pour quoi? Quelques heures, une demi-journée? Quelques heures, en fonction des événements qu'il peut y avoir. Ça peut être un marché, ça peut être un tiers-lieu qui a une animation, ça peut être une activité sociale qui se passe, ça peut être une médiathèque. Qui a envie de voir. Ça peut être un club de lecture. Les gens peuvent se regrouper en club de lecture. Et nous, on se déplacera le BookBook pour faire un peu comme les Tupperware, les réunions Tupperware. Voilà, on vient présenter les nouveaux bouquins. Et même du cinéma, j'ai vu ça. Vous allez projeter des films. Pour l'instant, c'est encore en développement, mais on est allé voir. En fait, c'est le même système. Les petites librairies indépendantes souffrent. Les cinémas indépendants souffrent aussi, en ruralité. Donc on est allé voir la salle de cinéma du ZES. Et puis on lui a demandé de faire la même chose, donc de projeter des films. Là, en l'occurrence, on va projeter le film de Mathias Malzieu le 4 juillet, en ruralité, dans un petit village qui s'appelle Bourdic, dans les chais d'un établissement qui vend du vin, avec lequel on est en partenariat. On va projeter le film, et puis les gens réunissent, et en même temps, ils auront le loisir de goûter du vin. Ça fait beaucoup de plaisir. Ça fait une animation. C'est très bien. Donc, on a bien compris, ça peut servir aux libraires locaux, aux cinémas indépendants locaux, et aussi aux éditeurs indépendants. Ça, c'est une dimension que je trouve intéressante. Alors, les éditeurs indépendants, il faut savoir qu'il y a plus de 6000 éditeurs en France. Enfin, c'est les chiffres que j'ai en tête, mais on n'est pas loin. Là-dessus, peu de lecteurs connaissent tous les éditeurs indépendants. Or, il y a de la lecture qui se fait, et ils n'ont pas beaucoup de voix au chapitre parce qu'ils ne sont pas aussi développés dans la diffusion, dans la distribution. Donc l'idée, c'est d'amener un autre monde de lecture en ruralité pour faire découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux éditeurs, et puis leur dire, il y a une autre lecture qui existe. Si vous aimez tel type de lecture en grands éditeurs connus, essayez celui-là, vous verrez. Et puis, c'est les lecteurs qui décident surtout. Et dans notre principe, les algorithmes font que vous soyez petit ou gros, la mise en valeur est exacte. Est identique. C'est quoi les premiers retours d'expérience? Parce que les premières tournées ont eu lieu. Là, c'est plutôt bien. On a déjà 25 éditeurs qui sont inscrits sur notre application. Donc ça fait même pas 2 mois qu'elle est sortie. Donc c'est énorme. On a plus de 350 livres qui sont présentés. On a à peu près 15-20 lecteurs qui ont commencé à s'inscrire du pays d'Uzès. Et puis, on a surtout une communauté qui nous suit en followers sur Instagram. On est à plus de 2500. Donc, voilà. On est dans une mouvance qui grandit bien. C'est tant mieux, parce que maintenant, il va falloir développer. Alors, justement, c'était la question que j'allais vous poser. Parce que, bon, là, ça existe au pays d'Uzès, mais ça pourrait exister. J'imagine, il y a plein de gens qui vivent dans des milieux ruraux qui disent, mais nous aussi, on le veut, le mobilier. Voilà. Comment le développer? Alors, comment on le développe? Là, on est sur une levée de fonds, clairement. On est en train de préparer une levée de fonds pour fin août. Et puis, on se développera aussi vite. Il faut savoir que Uzès étant la première librairie, la librairie de la Place aux Herbes, on a une autre librairie qui va s'inscrire sur Le Havre et une autre sur Lyon la semaine prochaine. Et ensuite, on a bon espoir d'en ouvrir une dans le coin de l'Aubrac, dans un petit village de l'Aubrac, avec une libraire. Donc, levée de fonds, ça veut dire quoi? C'est des investisseurs, c'est des banques? C'est des investisseurs. Alors, on cherche des investisseurs plutôt portés sur le social, la culture et le social, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis, on est en recherche, on aimerait bien trouver quelqu'un genre Maïf, MGEN, des gens comme ça qui s'occupent aussi de la lecture. Et puis qui sont dans cette logique aussi de maillage territorial. Voilà. C'est quoi le modèle économique alors vous êtes à la retraite, mon associé cofondateur aussi.
Notre modèle économique, c'est un abonnement après sur le web. On a une version, il va y avoir une version premium, mais j'invite tout le monde à s'inscrire parce que pour l'instant, la version premium est gratuite pendant un petit bout de temps encore. Et puis ensuite, abonnement et puis le bookbook est mis à disposition gracieusement aux libraires pour qu'ils viennent. Il y a une dimension dont on n'a pas encore parlé, c'est les élus locaux, les maires. Alors, est-ce qu'ils sont partie prenante ? Alors voilà, est-ce qu'ils vous soutiennent Les difficultés actuelles budgétaires, voilà. On n'a pas beaucoup alors là, on est soutenu par la communauté de communes du Pays d'Uzès, que je remercie d'ailleurs, Monsieur Verdier, le président Verdier. Pour l'instant, au ministère de la Culture, on attend un peu de voir ce qui va se passer, mais les budgets ne sont pas, les réductions budgétaires sont carrément en place. Donc, tout le monde cherche à faire des économies. Mais c'est évidemment, il n'y a plus un ministère de la Culture, mais c'est quoi ? C'est à la dimension d'une communauté de communes, d'un département ou d'une région qui dirait département, région, pour se développer. Clairement, nous, on s'attend à ce que les lecteurs surtout s'inscrivent pour créer notre indépendance financière. Oui. J'ai vu en préparant l'émission que vous voulez devenir une société coopérative d'intérêt collectif. Absolument. C'est quoi cette idée ? On va terminer là-dessus. Une SIC. L'idée à terme, dans 3-4 ans, c'est de transformer cela en SIC pour que cette librairie Immobilivre, cette société Immobilivre, appartienne à ses lecteurs, aux éditeurs et aux libraires qui l'ont fondée et qui se sont abonnés. Voilà. Merci. Et là, je pourrais prendre ma retraite. Vraiment. Ouais. Ma femme sera contente. Merci beaucoup Jean-Pierre Martin et bon vent à Mobilivre. On passe à notre débat, le bois comme matériau de construction. Le débat de ce Smart Impact, on parle du bois comme matériau de construction. 3 invités aujourd'hui, Charlotte Perrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la coordinatrice réseau des startups filières forêt bois de la Woodtech avec Xylofutur. Vincent Mercier, bonjour et bienvenue, chargé de projet chez Product DNA. Et Loïc Ploche-Gillon, bonjour et bienvenue. Bonjour. Le président de TeamTrack. On va démarrer par des questions de présentation. Qui fait quoi Je commence avec vous. Xylofutur, en quelques mots, c'est quoi ? Un pôle de compétitivité, c'est ça ? Exactement. Xylofutur, c'est le pôle de compétitivité de la filière forêt et bois. Son rôle, c'est de faire émerger des projets innovants dans la filière. Donc, on travaille à mettre en relation les besoins des entreprises avec les ressources institutionnelles et laboratoires de recherche. Ça a été créé par l'État, c'est ça ? C'est une filière. Tout à fait. Le pôle fête ses 20 ans cette année. Product DNA, en quelques mots, Vincent Mercier. Un organisme qui accompagne les entreprises dans la découverte de leur chaîne d'approvisionnement, que ce soit pour la gestion des risques, la connaissance de leur écosystème ou la communication auprès de différentes parties prenantes. D'accord. Et TeamTrack ? Alors TeamTrack, nous on est une société vraiment axée sur la technologie forestière, où on accompagne en fait les forestiers sur un pôle très forestier avec de l'intelligence artificielle, notamment de la prise d'images satellites, qu'on centralise sur une plateforme pour aider le forestier à mieux appréhender, pour mieux agir demain. Et on a un pôle très bois, industrie du bois, exploitation forestière et scierie, pour accompagner sur la traçabilité par des technologies RFID notamment, de la forêt jusqu'à la première transformation, et aussi répondre à tous les enjeux réglementaires de la RDUE notamment. Dont on va parler, RDUE, c'est la réglementation sur la déforestation apportée. Vous avez employé un cycle que je n'ai pas compris, technologie ? Technologie, oui, ça c'est notre... Non, je ne sais plus quel est le RFID. Quoi moi, si je ne comprends pas, mes téléspectateurs et téléspectatrices ne comprennent pas non plus. Alors, les RFID, alors je vais vous donner un exemple qui est très simple. Vous connaissez tous Decathlon aujourd'hui. Decathlon a intégré en fait dans ses magasins des technologies RFID. Vous posez votre produit dans un bac quand vous arrivez à la caisse, il est lu automatiquement. Et nous, on fait pareil dans le bois. Voilà. C'est une lecture à distance qui permet d'automatiser, voilà, tout simplement. C'est super, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous réunit ? Expliquez-moi. Écoutez, je pense que ce qui nous réunit, c'est la Woodtech, qui est en fait un des services de Xylofutur. La Woodtech, c'est le réseau national des startups de la filière. Donc, c'est un outil dont s'est doté le pôle
pour réunir effectivement toutes ces initiatives, ces jeunes entreprises innovantes. Donc c'est un service d'accompagnement spécifique. Donc Product DNA est partenaire de la Woodtech. TeamTrack est membre depuis ses débuts, je pense, de la Woodtech, qui a été créée en 2021. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est toutes les initiatives qu'on porte en commun pour aller vers plus de visibilité vers ces initiatives. On va une sorte de catalogue de solutions, c'est ça que vous proposez? Alors oui, ça c'est donc le dernier projet qu'on a mené ensemble. On a animé un groupe de travail. Product DNA est venu nous trouver en remarquant une problématique qui était la traçabilité du bois, et on a porté et coordonné une action avec l'ensemble de nos startups qui sont porteurs de solutions et les professionnels de la filière, mais aussi des institutionnels et des centres techniques, pour comprendre quels étaient les enjeux, quels étaient les besoins et comment les startups pouvaient y répondre. Et on a donc publié, là l'impression est en cours, un catalogue de solutions digitales qui sont portées par nos startups et qui permettent à la filière de se mettre en conformité avec la RDUE, mais aussi d'accélérer leur transition numérique, et on en a besoin dans notre filière. Alors RDUE, donc c'est ce règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts qui entre en vigueur à la fin de l'année, sauf pour les micro-entreprises, ce sera fin 2026. Il a été retardé d'une année, si je ne me trompe. Qu'est-ce que ça change et en quoi ce catalogue, Vincent Mercier, va offrir finalement des solutions potentielles? En fait, aujourd'hui, dans la filière bois, dans la plupart des industries, il y a des enjeux qui sont présents. La digitalisation, la vigilance raisonnée, la gestion de ces risques, la connaissance de ces filières d'approvisionnement. La RDUE cristallise un peu tout ça sous le prisme d'une réglementation, avec le besoin pour toute la filière de documenter chaque étape de production. Elle permet et elle demande de digitaliser pour pouvoir assurer aux consommateurs que le bois qui est présent sur son produit est issu de forêts gérées durablement. D'accord, et qu'ils ne viennent pas de l'autre bout du monde ou qu'ils ont été gérés d'une façon non durable. Il peut venir de l'autre bout du monde si ça a été bien géré. Il répond à ces spécifiques. Et donc là, il y a des solutions qui existent déjà ou qu'il faut développer? Les deux, j'ai envie de vous dire. Effectivement, si on présente ce catalogue, c'est qu'il y a des solutions pertinentes, concrètes et applicables tout de suite. Alors, moi, je veux des exemples. Soyons concrets. Parlons de TeamTrack, je pense, pour le début de la filière, qui est vraiment pertinent pour... je te laisserai parler, Loïc, mais pour vraiment la partie amont. Et puis peut-être Loïc parle en premier, puis je parlerai de ma partie après, puisqu'on vient se greffer à vous. Alors, on fait dans l'ordre. Donc, début de la filière. Voilà. Alors, début de la filière, effectivement, l'enjeu principal, c'est de pouvoir tracer en fait le bois qui est exploité aujourd'hui. Donc, c'est accompagner en fait les exploitants forestiers et les scieurs, notamment, dans le premier achat de leur bois, qui va être la première étape aujourd'hui pour avoir un bois bien tracé et répondre aux normes qui arrivent, RDE notamment. Donc voilà, donc nous, ce qu'on essaye de faire chez TeamTrack et ce qu'on a mis en place et ce qu'on va présenter à Forexpo notamment, c'est des... Forexpo, c'est un salon qui a lieu à partir du 18 juin dans les Landes. Voilà, exactement. Et c'est de pouvoir accompagner sur deux volets, la traçabilité physique du bois, ce que j'expliquais en préambule, du bois de la forêt jusqu'à la transformation. Voilà. Et le deuxième point, c'est de répondre aux aspects réglementaires. Et ça, c'est d'automatiser un petit peu la filière et de digitaliser, de numériser les filières qu'on a grandement besoin. Ce que j'aime bien dire, c'est que la forêt a 15 ans de retard sur nos cousins agriculteurs en termes de digitalisation, mais on y arrive. Les signes sont encourageants. Voilà. Mais alors, je vais poser une question de volontaire, de béotien. C'est-à-dire que le bois, il est pucé en quelque sorte. Il a un QR code. Comment vous l'identifiez? Alors, il y a plein de façons. Nous, c'est vrai qu'on intègre un petit peu de technologie avec la technologie RFID que je disais tout à l'heure. Voilà. Mais on peut toujours le tracer via des plaquettes forestières qu'on met alors c'est pas des gros mots, mais à la culée de l'arbre. Voilà, pour pouvoir identifier soit par des codes barres, des numéros, des QR codes. Ou des technologies RFID. Ça, c'est une des possibilités. Voilà. Après, il y a l'intelligence artificielle, la photogrammétrie qui arrive aussi, qui peut lire les cernes de l'arbre pour pouvoir l'identifier de façon très précise. Donc tout ça est en cours de travail. Il y a plein de technologies qui arrivent. C'est passionnant. Et ça l'est déjà et ça le sera encore plus. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, quand ce bois sort de la scierie ou de la transformation, c'est là où nous, on vient collecter la donnée pour chaque étape de deuxième transformation et puis jusqu'à la mise sur le marché final, que ce soit dans une caravane, pour du bois de construction sur un chantier, un mur à ossature bois, comme il y avait au village des athlètes par exemple. Et c'est là où nous, on vient collecter toute cette donnée, les différentes pour la réglementation anti-déforestation preuves
liées à cette réglementation, mais aussi de la donnée parfois un peu plus spécifique, le mix énergétique de l'usine, si par exemple elle est vertueuse et travaille avec du solaire. Et on saura tout sur le bois et celles et ceux qui le produisent. Il y a donc ce salon, la Forexpo, qui se tient dans les Landes. On va y découvrir d'autres innovations. Ça dure quoi, quelques jours? Ça dure 3 jours. Ouais. Ça dure 3 jours complets. Effectivement, il y a 10 startups qui nous accompagnent. Ça va être une première pour autant de startups sur ce salon qui a lieu tous les 4 ans. Donc ça montre aussi le dynamisme de la filière et son intérêt en fait pour aller vers de l'innovation et de la digitalisation. On a été soutenu par le syndicat sylvicole du Sud-Ouest qui a vraiment contribué même financièrement pour accompagner les startups et leur permettre d'exposer et de faire un village très attractif. Et effectivement, il y a d'autres solutions. Donc il y a des solutions de digitalisation, mais qui permettent aussi l'optimisation de la gestion forestière, par exemple. On va avoir des biostimulants pour permettre d'optimiser l'emprise et l'enracinement des jeunes plants. Il y a un drone qui a des seed balls qui permet de reforester très rapidement des parcelles. Voilà, donc il y a... C'est le drone qui plante, qui jette les graines, pardon d'employer volontairement des mots de quelqu'un qui n'y connaît rien. Je vous l'ai fait en anglais, donc ça c'est un projet qui est porté par des étudiants de l'ESB, et donc qui est l'école supérieure du bois, et effectivement qu'on a sponsorisé, qui n'avait pas les moyens par exemple de venir exposer. C'est toujours un enjeu de venir exposer sur des salons pour des jeunes entreprises, et donc grâce au CISO, grâce à la Woodtech, grâce à Xylofuture, ces jeunes vont pouvoir faire des démonstrations de ce drone. Donc on est très fiers de pouvoir accompagner ces innovations. On est dans une filière. Alors ce bois, il sert à quoi? Essentiellement à la construction ou pas que? Oh oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup de construction bois. C'est des sujets au plus haut point qui reviennent sur le terrain. Mais après, le bois peut être, je pense que Charlotte, tu pourras mieux en parler que moi, mais peut être adapté à plein de situations. On en parle dans l'énergie renouvelable, dans le bois énergie, pour aller chauffer des collectivités, par exemple, etc. Donc le bois, en fait, est un matériau intemporel. On peut l'utiliser partout, où on veut. Mais alors, sur la construction, alors là encore, je passe souvent sous le périphérique parisien. Il y a un immeuble qui vient d'être construit, qui doit faire quoi, peut-être 7-8 étages par Wood & Home, si je ne me trompe. Jusqu'à combien d'étages on peut monter avec une construction bois? C'est pas la colle du jour, mais... C'est une colle un petit peu, parce qu'il y a une tour à Bordeaux, je crois, qui tient le record. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement 55 mètres de haut, il n'y a pas que du bois. Comment on associe les matériaux pour avoir une tour la plus bois possible? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une excellente question. Alors, donc ça va me permettre d'embrayer un petit peu sur un autre projet qu'on est en train de coordonner. Alors, effectivement, quand vous avez une grande hauteur, vous avez un socle en béton. C'est inévitable. Des cages d'ascenseurs qui sont aussi en béton, mais vous pouvez faire de la structure bois tout à fait sur de la grande hauteur aujourd'hui. À la Woodtech, vous avez une innovation qui est portée par Keywood, où vous avez un système constructif qui s'assemble sans vis, par exemple, et avec des goujons et des écrous à coups de masse, vous pouvez monter des immeubles de 12 étages, comme c'est le cas dans le 15e. Donc il y a la possibilité de faire de la structure, des planchers bois, des menuiseries, évidemment. Donc le bois, il est partout, mais il peut être partout, et il devrait être un peu massifié dans la construction aujourd'hui. Et c'est l'intérêt du lab de la construction bois qu'on est en train de monter avec Impulse Partners, qui est un cabinet réputé de conseil en stratégie d'innovation. Le but du jeu, c'est de mettre les maîtrises d'ouvrage, les constructeurs, les promoteurs et les porteurs de solutions bois pour développer des solutions innovantes, pour massifier l'usage du bois dans la construction de demain, pour atteindre des objectifs de décarbonation de ce secteur. Vous vouliez intervenir, donc je vous donne la parole. Je me permets, donc sur la tour à Bordeaux, la tour Hyperion. Vous pouvez aller voir sur le site d'Eiffage, vous tapez traçabilité Eiffage, et vous aurez la traçabilité du bois de cette tour. Qui fait 55 mètres de haut. Traçabilité faite par Product DNA. C'est très bien, bravo, auto-pub. Est-ce que les collectivités locales, qui jouent quand même un rôle important, est-ce qu'elles sont de plus en plus demandeuses? Alors oui, de notre côté en tout cas, c'est vrai qu'il y a des engagements qui sont de plus en plus forts, que ce soit à travers un programme de législature ou autre. Et cette traçabilité, c'est un moyen de s'assurer à la fois en phase d'appel d'offres
des conditions, en préparant en fait toute la filière. Et puis en phase d'exécution, c'est un moyen de suivre ce qui se passe sur le chantier. Et en fin de chantier, de pouvoir communiquer avec des données vérifiées et tangibles, et donc du coup avec assurance auprès des différentes parties prenantes. Donc la traçabilité et la gestion durable du bois sont des enjeux de plus en plus importants. Le village des athlètes, c'en est un parfait exemple, avec des engagements auprès de la Solideo sur... Et donc chargé de construire et de livrer les nouvelles installations olympiques. Donc avec des engagements à hauteur de 50 à 80% suivant les acteurs sur l'utilisation de bois français géré durablement. Et ça vous a permis de prouver qu'effectivement ce bois était français et géré durablement. J'ai tout compris. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de Smart Impact, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact. Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. Et j'accueille aujourd'hui Stéphane Moreau, le président du directoire du groupe Unit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Unit qui fête ses 40 ans d'existence. Ça a été créé à Lyon par Hugues Albanel. Est-ce que vous diriez que c'était un pionnier? Et oui, il était à une époque où il y avait encore peu de producteurs indépendants. Et il a eu l'idée surtout de faire un groupe et de faire du volume en hydroélectricité, alors qu'à l'époque, il y avait surtout des petits hydroélectriciens qui avaient chacun, on va dire, le petit barrage au fond du jardin. Alors, c'est quoi vos métiers aujourd'hui? Présentez-nous Unit. Bon, j'aime bien présenter Unit en partant de sa raison d'être. Aujourd'hui, le constat, deux enjeux fondamentaux. Un premier enjeu, c'est un besoin croissant d'électricité pour remplacer les énergies carbonées, mais pour répondre à une demande tout simplement de croissance d'énergie. Donc, croissance. Et puis un besoin important de protéger l'environnement et d'emprunter proprement la planète de nos enfants, pour faire allusion à Saint-Exupéry. C'est indispensable puisque je suis lyonnais. Eh bien, ce besoin croissance et environnement, généralement, c'est un dilemme, on les oppose. On a la chance d'avoir une raison d'être qui nous permet d'unir les deux. C'est unir le besoin croissant d'électricité tout en protégeant l'environnement. Et pour ce faire, on produit de l'électricité locale, durable et compétitive. Et ce, depuis 40 ans. Alors, initialement, surtout de l'hydro, puis un petit peu d'éolien, c'est plus anecdotique, et aujourd'hui aussi et surtout et beaucoup de photovoltaïque. Alors justement, j'allais vous dire, entre l'éolien, le photovoltaïque, l'hydroélectrique, qu'est-ce qui pèse le plus aujourd'hui? Alors, dans ce qui est déjà construit, ce qui est en actif, l'hydro. Et puis en France, ordre de grandeur, l'hydro, c'est 10 ou 11% de l'énergie consommée. En petite hydroélectricité, c'est environ 10% de l'hydroélectricité. La petite hydroélectricité, c'est cette petite hydro avec ses petits barrages par ces 2500 producteurs indépendants. Il y a un potentiel, on pourrait presque doubler le potentiel de petite hydroélectricité, ce qui reviendrait à faire l'équivalent d'une ancienne tranche nucléaire de plus, rien qu'en petite hydro. Malheureusement, le potentiel est un peu verrouillé. Je dis vraiment malheureusement. La plupart des rivières où on aurait pu installer de la nouvelle petite hydro sont sanctuarisées. On ne doit rien y faire. Un peu comme si les décideurs n'avaient pas vu les efforts et les résultats de la profession. Au début du siècle dernier, il y avait un gros impact. Alors justement là-dessus, tiens, je vous propose d'écouter Alexandre Albanel, que vous connaissez bien puisque vous co-dirigez en quelque sorte l'entreprise. Justement sur le choix de nouveaux sites, c'était notre invité et ça nous intéresse de le réécouter puisqu'on était en juin 2023 quand il nous a dit ceci. La plupart des rivières aujourd'hui sont classées, sanctuarisées de façon conservatrice. Et c'est vrai que nous, producteurs et énergéticiens, on souhaite proposer de faire du cas par cas. Aujourd'hui, on a des technologies qui sont respectueuses de l'environnement pour les nouvelles centrales hydroélectriques et pour la rénovation des anciennes. Et donc, on souhaiterait effectivement qu'il y ait une ouverture un petit peu du développement possible pour accélérer sur l'hydroélectricité. Alors, on l'a compris, c'était il y a 2 ans. Est-ce qu'en 2 ans, vous avez réussi à convaincre, ou est-ce que finalement, on a un pays qui en plus politiquement a été quand même assez figé et donc c'est difficile d'avancer? Non, malheureusement, rien ne bouge. D'ailleurs, je vous renvoie à un rapport qu'avait fait l'ADEME, celui qui avait évalué le potentiel de petite hydro. Il date de 2022, disant voilà le potentiel qui reste. On peut éviter une tranche nucléaire en développant plus de petite hydro. Et quand Alexandre dit que l'impact est devenu ultra raisonnable, en effet, les centrales d'aujourd'hui, elles permettent aux poissons de remonter. C'est la fameuse montaison avec les échelles à poissons, la dévalaison, le transit sédimentaire. Donc aucune activité n'a aucun impact, mais il est devenu très raisonnable. Et pourtant, dès lors que les principales rivières où on pourrait s'installer sont classées,
sanctuarisée, nous n'arrivons pas à avancer. Ça dépend de qui ? Globalement, qui sanctuarise ? C'est l'État, c'est les collectivités, la région, le département. C'est l'État. C'est l'État, oui. C'est l'État. C'est une décision adossée et vérifiée, en tout cas contrôlée par l'Office français de la biodiversité. C'est une décision macro et on a de la peine à se faire entendre. Oui. Alors, ce qui permet de relativiser cette déception, c'est que c'est décevant parce que toutes les énergies sont bonnes à prendre et il y aurait l'équivalent d'1 gigawatt à construire. Heureusement, il y a un potentiel encore plus énorme, un volume qui est d'un autre ordre de grandeur dans ce qu'on peut faire en photovoltaïque. Donc nous, on est pragmatique. Oui. On s'est dit, bon, l'hydro, on continue. Vous voyez, on en a inauguré une il y a 2 ans. On vient d'avoir la joie de se faire confirmer qu'on en construira 2 petites en Savoie. Donc on va développer. C'est 9 ans, le développement d'une centrale. 9 ans de gestation. Mais ce qu'on développe aujourd'hui en masse, c'est le photovoltaïque. Alors on va y venir au photovoltaïque. Mais c'est quoi le modèle économique d'une centrale hydroélectrique ? Est-ce qu'il y a une taille critique ? Alors, il y a une taille critique liée à la réglementation. Oui. Au-dessus de 4,5 mégawatts, ce qui est somme toute pas énorme, la force motrice de l'eau appartient à l'État. Ça date de Napoléon. Mais le seuil a été rehaussé quand même depuis Napoléon. Ce qui veut dire que si on fait une installation de plus de 4,5 mégawatts, en fait, c'est une installation qui appartiendra à l'État et qui choisira une entreprise pour l'exploiter, un concessionnaire. Donc pour les entreprises privées comme nous, la taille critique et le plafond de verre, c'est 4,5 mégawatts. Si on veut faire des installations dans lesquelles on investit nous-mêmes, qu'on exploite pendant 40-50 ans, c'est du long terme, l'hydro, on va rester dans cette taille intermédiaire. Ouais. Et c'est ce qui se passe là en Savoie. Et c'est ce qui se passe en Savoie. Les 2 centrales. Les 2 centrales. Et les 2 dernières qu'on a construites étaient dans les 4 mégas. Les 2 prochaines qu'on construira seront plutôt dans les 1,5. La taille critique diminue en raison de manque de sites. Si on regarde un peu les chiffres de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, elle prévoit de porter la part d'énergie renouvelable en France à 33% en 2030. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou est-ce que ce chiffre, il vous semble un peu illusoire ? Non, il est jouable. Par contre, quand vous me dites voie, moi je pense voie ferrée, chemin de fer, ligne droite. Là, c'est plutôt un lacet. D'accord. C'est un peu compliqué. C'est plutôt une route de montagne, quoi. C'est une route de montagne. Très clairement, les ordres de grandeur fluctuent. On attend d'avoir une PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui donne le cap. Elle devait être votée par le précédent gouvernement, puis faire l'objet d'un décret, puis là, elle fait l'objet d'un débat. On devait nous l'annoncer avant l'été. Cette fois, on nous la promet pour après l'été. Et actuellement, je trouve que le débat est pollué par des échanges stériles qui ont tendance à opposer les énergies. Je vous l'ai dit, dans notre raison d'être, nous, il y a unir croissance et environnement, mais aussi unir les énergies. On ne peut pas faire de sélectif. Et actuellement, le débat n'a pas la hauteur de vue nécessaire. Et il oppose qui à qui, le débat ? Alors, typiquement, faut-il faire du solaire ou faut-il se nourrir ? Je m'explique. Le solaire va occuper de l'espace. A-t-on un problème de choix entre souveraineté énergétique et souveraineté alimentaire ? C'est un débat grotesque. On calculait que, vous voyez, l'ordre de grandeur en photovoltaïque, on nous annonce qu'on pourrait faire, disons, entre 75 et 100 gigawatts dans les 10 années qui viennent. Disons qu'on fera 50, ça sera moins, mais disons même 50 gigawatts sur des terres agricoles. Ça occuperait environ 0,2% de la surface agricole utile française. 0,2%. C'est rien. C'est epsilon. Et surtout, c'est pas à la place de l'agriculture. C'est que chaque fois qu'on s'installe sur une terre agricole, on vient en complément. Je vous donne un exemple, alors agricole ou au sens plus large. Un exemple que j'aime bien, quand on fait des ombrières sur une pisciculture. On vient mettre des panneaux solaires au-dessus de bassins qui préexistent. Avantage pour le pisciculteur de l'ombre, moins de montée en température, moins de bactéries, moins de mortalité, donc confort animal et productivité. Confort également pour les employés qui se retrouvent à l'ombre, qui travaillent dans des bonnes conditions, et en plus, on produit de l'électricité. Donc c'est 1 + 1 = 3. Donc c'est un complément de revenu. C'est un complément, et c'est aussi un complément de revenu. Alors on peut faire la même chose pour un élevage ovin, dont on sait que l'équilibre économique d'un élevage ovin est compliqué. Vous ajoutez des panneaux, ça fait de l'ombre. À certains endroits, on les répartit de telle sorte qu'on ne nuise pas à l'élevage. Donc c'est 1 + 1 = 3. Donc il n'y a pas de compétition entre ces deux activités. Il y a une synergie et un avantage financier pour l'éleveur. Oui, mais peut-être des frais à engager pour les éleveurs, les agriculteurs. Comment vous réussissez à les convaincre, ceux qui sont réticents ? Alors en fait, on porte l'investissement.
On est sur un métier très capitalistique. Il est difficilement envisageable pour un éleveur de faire cet investissement. Donc le deal et le partage de la valeur, il se fait sur un loyer, et un loyer de très longue durée. C'est-à-dire qu'on signe généralement des baux sur 40 ans. Donc on dit à un éleveur, laissez-nous occuper temporairement une partie de votre espace. Vérifions avec les CDPNAF, c'est-à-dire les organismes qui vérifient qu'on ne porte pas atteinte à l'agriculture de manière générale, que ce soit accepté. Et pendant 40 ans, il y a une part de notre revenu lié à la vente d'électricité qui est reversée aux propriétaires fonciers et à l'agriculteur sous la forme d'un loyer. Loyer qui est partagé entre le propriétaire foncier et l'agriculteur. Il est garanti son revenu ? Oui, on lui garantit son revenu. On lui garantit son revenu. Mais avec des niveaux, enfin, on parle beaucoup de vente d'électricité à prix négatif. Alors c'est une petite part du marché, mais ça existe. Bon, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand l'électricité est chère, le revenu est garanti, et quand elle est à prix négatif, vous le garantissez aussi. C'est toujours le même revenu pour l'agriculteur ? Comment ça marche ? Votre question est pleine de bon sens terrien. Et les agriculteurs, ils ont du bon sens terrien. Donc nous, notre métier, c'est l'électricité. Il a sa complexité, c'est pour nous. Donc on donne un loyer fixe, indexé sur un coût de la vie. Mais la problématique de savoir si on sera rentable et comment on gérera les problématiques d'éventuels prix négatifs à certains moments, c'est notre problème. Donc on a vraiment un revenu certain pour l'agriculteur, qui est une espèce d'assurance vie pour certains métiers d'agriculture. Avec donc cette production de photovoltaïque, pour la première fois en 2024, l'énergie solaire a dépassé le charbon dans la production d'électricité. Alors là, on parle de l'Union européenne, donc c'est quand même un signal qui est important. Vous, cette demande de solaire, alors là on a parlé d'agri-photovoltaïque, mais vous la ressentez où ? Elle est la plus forte dans les entreprises, chez les particuliers ? Comment vous l'évaluez ça ? Alors je reviens dans notre cas, parce qu'il y a plusieurs segments de marché. Dans notre cas et notre raison d'être qui est de fabriquer une électricité, de produire une électricité locale, durable et compétitive. Donc on dit tiens, on tend pas la main. On vend une électricité qui est compétitive, qui contribuera d'une part à décarboner le mix, mais également à obtenir un faible prix de l'électricité favorable aux industriels et aux particuliers. Ça rend un territoire attractif. Exactement. Et alors pour ça, pour avoir une électricité la plus compétitive possible, il nous faut des installations de grande taille. D'accord. Donc nous, on cherche des terrains. Donc notre premier métier, c'est d'analyse foncière, de chercher des terrains qui sont à une distance raisonnable du réseau électrique, qui sont sur un site où on ne nuit pas à un usage existant, et on permet soit un co-usage, soit il n'y avait pas d'usage et un terrain de médiocre qualité. Donc voilà, notre maître mot, c'est d'aller chercher des terrains, de trouver le propriétaire et de lui faire une proposition de loyer en lui disant voilà ce qu'on peut faire sur votre terrain. Donc ça veut dire, ça peut être une entreprise qui a un terrain, ou c'est essentiellement des agriculteurs ? Non, ça peut être une entreprise. On a des exemples d'entreprises qui avaient des friches industrielles en réserve et puis qui nous disent bon écoutez, finalement, par rapport à ce qu'on envisage de produire en France, telle section, on va le garder pour la prochaine usine et celui-ci, pourquoi pas l'équiper. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne ? En Espagne, au Portugal, là, ce blackout, vous vous êtes dit oula, c'est un mauvais signal, on n'a pas le même système, on est à l'abri. On cherche encore à expliquer exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Alors c'est bien de chercher, moi-même j'ai pas de vérité. Ce que j'ai remarqué, c'est quand même les opposants au photovoltaïque, parce qu'il n'y a qu'en France qu'on voit une espèce de guerre des énergies. On aurait besoin d'un mix, mais en France, c'est une religion. Il y a des énergies de droite, des énergies de gauche, c'est grotesque. Mais en tout cas, une heure après le blackout, on avait déjà les explications, c'était l'excès d'énergie photovoltaïque. Aujourd'hui, les Espagnols eux-mêmes disent qu'ils en font l'analyse, qu'ils ne savent pas. Ce que l'on sait aujourd'hui en France, c'est qu'on est à 5% du mix énergétique d'origine solaire. Il y a de la marge. Il y a de la marge. C'est ce que j'entends. Voilà. Ce qu'on sait aussi, et là encore chacun son métier, chacun son expertise. RTE, qui gère le réseau et qui gère l'équilibre du réseau, nous dit jusqu'à 25% d'énergie renouvelable. Il n'y a pas débat, il n'y a pas de question. Il y a besoin d'investissements pour renforcer certains nœuds de réseau, notamment pour passer de la HTR à l'HTB. Mais globalement, il n'y a pas de problème. Donc on est à 5%, montons à 25%. Et puis en chemin, on verra comment ça se passe. Mais on est très loin du danger. D'accord. Et en chemin, il faut quand même financer, anticiper le moment où on arrivera à 33% et où le réseau sera peut-être plus tout à fait adapté. C'est ce que je comprends dans votre argument ? J'ai envie de dire, on verra où en est le programme nucléaire, où en sont les autres énergies, où en est la croissance du besoin d'électricité. Je pense qu'une programmation électrique, ça se regarde en regardant au moins 10 ou 15 ans devant.
Mais l'idée de faire une étape intermédiaire, un jalon dans 10 ou 15 ans, et de réorienter, pourquoi pas. Ce qu'on aimerait mieux, c'est qu'on ne réoriente pas tous les 15 jours. Ça, c'est sûr. Mais sur 10 ans, de la visibilité. Sur 10 ans, il n'y a pas de souci. Bon. Si on regarde les sites de production UNIT, vous affichez 47 centrales hydroélectriques, 5 parcs éoliens, 16 centrales photovoltaïques. On a bien compris que le photovoltaïque, c'était le secteur en croissance. On va dire quand même un mot des parcs éoliens. Il y a des nouveaux projets dans les tuyaux ou pas vraiment aujourd'hui? Pas vraiment. L'éolien, nous vraiment, l'hydroélectricité, on en fait le plus possible, mais peu pour les raisons qu'on a vues. Mais c'est quand même notre activité de cœur, notre activité historique. Le photovoltaïque, c'est là qu'il y a le gros potentiel. Puis entre les deux, il y a l'éolien. On a un peu levé le pied. Parce qu'on prétend faire une électricité locale, durable et compétitive. Locale, ça veut dire qu'il y a une majorité des acteurs locaux qui sont favorables à nos projets. Dans l'éolien, on a souvent une majorité hostile. Donc on renonce, on ne veut pas passer en force. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y a eu cette décision du tribunal de Montpellier qui a ordonné, c'était au mois d'avril dernier, l'arrêt pendant 4 mois des éoliennes d'un parc qui s'appelle le parc d'Omlas à cause d'une espèce protégée, le faucon cresserellette. C'est vrai que la question de l'acceptabilité, elle est au cœur des enjeux de l'éolien. C'est-à-dire que vous êtes presque en train de renoncer, si je comprends bien, à cause de cette difficulté à faire accepter de nouveaux projets? Oui, en tout cas, d'y aller par opportunité, de vérifier, mais on peut pas il faut être en phase avec nos valeurs. On veut faire une énergie locale, acceptée localement. Si à un endroit donné, il y a une levée de bouclier, si la majorité, nous typiquement, tout projet, on passe par la commune. Et on obtient une délibération municipale favorable. Ce n'est pas une obligation légale. C'est un moyen pour nous de voir s'il y a des objections. C'est une dernière possibilité de convaincre, de faire de la concertation. Parfois, il faut passer 2 ou 3 fois. Sur l'éolien, c'est beaucoup plus compliqué que sur le photovoltaïque et l'hydroélectricité. Or, en photovoltaïque, on a un potentiel énorme à conquérir. Donc on y met beaucoup d'énergie. Alors ça rejoint la question que celle qui était à votre place il y a quelques jours, Déborah Berger, la présidente du groupe Bonum, a décidé de vous poser. On va continuer de parler d'acceptabilité. On l'écoute. Bonjour Stéphane, ma question c'est quels sont les enjeux d'UNIT en termes justement de construction de récits fédérateurs pour ces équipes et ces parties prenantes sur ces engagements et ces efforts pour essayer de faire les choses avec un meilleur impact? Parce qu'avec elle, on a beaucoup parlé de nouveaux imaginaires, de façon de parler finalement de ce virage environnemental. Un récit fédérateur, c'est quoi pour vous? Alors le récit fédérateur, il existe, puis j'insiste sur le fait que le récit doit être en profondeur. On voit parfois un peu de storytelling, et puis derrière il y a du faux. Ça passera pas avec les générations X ou Y. D'ailleurs, les autres générations non plus. Mais les plus jeunes, ils sont encore plus sensibles. Ils ont un bon détecteur de non-sincérité. Donc on essaie d'avoir la congruence dans ce qu'on raconte. Notre récit, il consiste à dire chaque fois qu'on recrute, on recrute par les valeurs et on rappelle notre raison d'être. Il faut qu'elle plaise, qu'elle motive. Notre conviction également pour faire adhérer tout le monde, c'est de faire en sorte que chaque projet est évalué par une petite équipe qui vérifie quel est l'impact, quelle est la rentabilité, quel est l'effet du projet. Donc quand on veut faire de la croissance mais de la protection de l'environnement, on le regarde collectivement. Alors sur les barrières liées au non-respect de l'environnement, il y aurait une barrière interne forte. On tient vraiment cette notion de terre qu'on emprunte à nos enfants, elle est vraiment dans les esprits chez nous. Et personne n'accepterait qu'on fasse un projet qui ne réponde pas à ces valeurs-là. Cela étant, si on voulait le faire et si on n'avait pas ces valeurs-là, il y a des garde-fous. Les garde-fous administratifs, juridiques, développer un projet, c'est passer par un nombre d'étapes qui fait que le projet absurde, le projet aberrant, le projet sale n'est plus possible. Cela étant, il nous est arrivé de renoncer à un projet qui aurait pu avoir une acceptation et où les développeurs chez nous disent non, mais il y a une visibilité qui est inacceptable. Les gens n'ont pas réalisé. C'est-à-dire, c'était quoi? C'est du photovoltaïque? On n'était pas très loin de la Sainte-Victoire et en disant ça va être visible depuis la Sainte-Victoire, on ne développe pas ça. En fait, c'est simple. On veut, quand on inaugure un site, on dit à nos employés, on fait une petite fête sur place, et puis on dit mais n'hésitez pas à venir avec la famille, avec les enfants, avec les amis. Ce qui veut dire on veut être fier de ce qu'on a fait. Si quand on fait visiter un site, on a des gens qui nous disent mais c'est dégueulasse ce que vous avez fait, ben on ne sera pas fiers, tout simplement. Effectivement. Avec un certain nombre d'engagements, je veux bien qu'on les détaille ensemble, notamment puisqu'on est sur la question des panneaux solaires, la recyclabilité des panneaux solaires. Voilà un enjeu que vous devez, j'imagine, travailler. Avec quelle réponse? J'adore la question parce que
on nous la pose comme si c'était un sujet délicat pour nous. Si c'était compliqué. Comme si c'était compliqué. Et en fait, je pense qu'on est un des secteurs pour qui l'exercice est le plus simple. Oui. Donc il y a toute l'organisation Soren qui organise le système de collecte. Donc nous, quand on achète des panneaux, dès le départ, il y a une petite taxe qui préfinance le recyclage. Donc c'est fait, c'est payé au premier jour. Ils ont une durée de vie d'au moins 40 ans. Quand on doit recycler des panneaux, ça nous est arrivé sur des très vieilles centrales, avec des panneaux qui n'avaient pas la même durée de vie. Étant membre du cercle Soren, on les met sur des palettes, on les dépose à l'entrée du terrain. Soren vient le chercher, envoie la bonne entreprise de recyclage, et de mémoire, je vous dirais 96% de la matière est recyclée. Ça devient quoi d'ailleurs ? Alors, un panneau, c'est du verre, donc du silicium, des cellules au silicium, donc du silicium dans un autre état, des conducteurs en argent et un cadre en aluminium. Tout ça se recycle très bien. Le cadre en aluminium, le verre, le tout devient du silicium de qualité intermédiaire, un silicium industriel, et éventuellement il devient une matière première pour refaire du silicium extrêmement pur. Donc la seule chose qui ne se recycle pas, les 6%, c'est la résine qu'il y a au milieu de tout ça, qui sert un peu de collage et qui évite que l'humidité pénètre dans le panneau. Donc le recyclage est simple. Il est organisé depuis longtemps. Ouais. En revanche, ces panneaux, ils viennent forcément d'Asie et dans une immense majorité de Chine. Ouais. On s'est loupé quelque part. C'est-à-dire que la filière française ou européenne, elle existait, elle a failli décoller et puis on l'a laissée au bord du chemin, c'est ça ? Ouais, absolument, elle existait. Puis moi, quand j'ai démarré ma carrière dans le photovoltaïque, ça ne me rajeunit pas, mais c'était dans les années 90, j'achetais 80% de ma production à une entreprise en Isère qui s'appelait Photowatt et qui était l'un des leaders du polycristallin, une technique qui a fait changer d'échelle le photovoltaïque. Bon. Donc on était fort au départ. D'accord, qu'est-ce qu'on a loupé ? Je pense qu'on ne sait pas faire le passage à l'échelle en France. On a de la peine. Et puis je pense qu'on a malheureusement un sujet qui est trop politisé. L'énergie ne devrait pas être politisée. Le mix énergétique ne devrait être ni de droite ni de gauche. Donc il y a eu ces politiques instables, influencées régulièrement et finalement pas d'effet d'échelle, absence de marché domestique et on s'est effondré. Cela étant, c'est pas un drame. Et là je vais vous surprendre. J'adorerais, il y a 2 projets de gigafactory françaises. J'espère qu'elles naîtront. Et il nous faudra 10 ans pour revenir au niveau des Chinois, qui sont très très forts techniquement. Mais quand vous importez un panneau de Chine, certes vous le payez, mais il représente moins de 20% de l'investissement initial, moins de 10% de l'équation économique sur la durée de l'exploitation. Donc ce n'est pas non plus la partie énorme. Il reste tous les travaux, toute l'exploitation qui est française. Mais l'autre aspect, c'est que vous ne portez pas atteinte à votre souveraineté. Quand vous achetez un panneau, le jour où vous l'avez chez vous, pendant 40 ans, il produit de l'électricité. Et personne ne peut couper le robinet. Il n'y a pas de gazoduc. Vous avez l'ensoleillement. Donc pendant 40 ans, vous êtes autonome. Ce qui veut dire qu'il faut acheter aujourd'hui le plus possible de panneaux chinois de bonne qualité, produire de l'électricité. Et en parallèle, faisons tout pour avoir des industries françaises. Ça sera un plus, ça sera un bonus. La décision sur ces gigafactories, elle est prise, parce qu'on a bien compris qu'on était dans une période d'incertitude politique, ou alors ça fait partie encore des dossiers qui sont un peu bloqués dans un tiroir. Non, les 2 projets, nous on parraine les 2 en sens qu'on prend des engagements de leur acheter des panneaux même un peu plus chers. Les 2 projets sont en phase finale de levée de fonds et pas aidés par les hésitations actuelles. Une bonne PPE qui donne une direction sur 10 ans les aiderait à franchir les derniers mètres. Ouais, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous avez annoncé, je crois que c'était au mois de février, la signature d'un contrat avec le groupe Air Liquide. De quoi il s'agit ? Mais en fait, quand on produit de l'électricité, on a 2 possibilités pour la valoriser. La première, c'est de passer une compétition auprès de la Commission de régulation de l'énergie, les appels d'offres CRE, et de proposer de vendre notre électricité à un certain prix. Et la CRE sélectionne les produits les plus compétitifs et nous garantit un prix stable de l'énergie pendant 20 ans, ce qui nous aide à financer nos projets. D'ailleurs, vous avez remporté un appel d'offres il y a quelques semaines. Oui, et on en rapporte régulièrement. Autant sur l'hydroélectrique, on est un leader historique. Sur le photovoltaïque, je pense qu'on est l'entreprise qui grimpe et on rejoint le groupe des leaders. On n'y est pas encore, mais on les rejoint. L'autre possibilité, c'est éventuellement de trouver un acquéreur de cette énergie qui nous dit « moi, je veux vous acheter en direct cette électricité propre ». Et donc, en l'occurrence, le premier PPA, un contrat d'achat direct d'énergie, on pourrait dire CRD, a été signé entre UNIT et Air Liquide sur des centrales qui sont à construire. Donc, elles seront construites, mais nous savons qu'une fois construites... Produire quoi ?
de l'électricité qu'on vendra directement à Air Liquide. Et Air Liquide, ils vont faire quoi? Ils vont faire de l'hydrogène, c'est ça? Et oui, typiquement, ils ont un besoin aujourd'hui d'électricité verte. D'accord. Et donc, ça leur fait un approvisionnement direct d'électricité verte. D'accord. Électricité solaire, d'origine solaire, pour faire de l'hydrogène vert. On a bien compris la logique. Vous avez une filiale qui s'appelle Green Access? Alors c'est précisément son métier. Ouais. Son métier, c'est de vendre l'électricité que vous produisez. C'est l'aval de la chaîne de valeur. Nous, on va du développement, chercher les terrains, financer, construire, exploiter pendant 40, 50 ans ou plus, et exploiter, c'est vendre l'électricité. Parfois à l'État, et parfois, et le plus possible, sur un marché naturel qui serait un marché industriel direct. Ouais. Et avec moi j'en reçois tous les jours, et de plus en plus d'entreprises ou d'industriels qui veulent de l'énergie verte. Alors, est-ce que ça veut dire que le prix monte ou pas? Juste pour comprendre. Non, alors en fait, signer un PPA au moment où il y a eu une explosion du prix de l'électricité, c'était plus facile. En ce moment, on est sur une période de prix de l'électricité bas, et les priorités ont parfois changé de cap dans les groupes. Nous, notre force, c'est que notre électricité est verte, mais c'est aussi et surtout, on connaît son coût pendant 20 ans dès le départ. Donc, c'est de l'électricité verte, et une électricité qui se met à l'abri des fluctuations du marché de l'électricité. C'est une électricité à prix constant. En ce moment, c'est moins un sujet prioritaire dans certains groupes. Cela étant, on va aller vers de plus en plus de PPA. Est-ce que ça vous arrive qu'RTE vous dise d'arrêter de produire? Ça ne nous est pas encore arrivé sur nos centrales, mais ça nous pend au nez et ça arrivera. Et la première des solutions, d'ailleurs RTE est le premier à l'afficher, RTE nous dit le cumul des heures pendant lesquelles il y avait trop d'électricité en 2024 aurait pu être effacé, disparaître, traité, simplement en jouant sur les heures creuses. En changeant le dispositif heures creuses. On a beaucoup de maisons ont un chauffe-eau électrique. Quoi de mieux que l'électricité et l'inertie de l'eau pour stocker de l'énergie. Que votre chauffe-eau soit alimenté à midi ou à minuit, vous aurez une dish chaude toute la journée. Et donc l'idée, c'est de dire il faut changer le signal prix, il faut changer le pilotage des chauffe-eau. Parce qu'à 14h, le photovoltaïque tourne à plein, c'est ça? Ou à midi? Voilà, ça serait le moment. Et plus on fera de photovoltaïque, plus il sera intéressant de faire des heures creuses à midi. Là est la solution. Merci beaucoup Stéphane Moreau, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, c'est notre rubrique qui est consacrée aux startups, à l'innovation, aux startups éco-responsables. Et alors là, on va découvrir une forme d'innovation, en tout cas un métier que moi je ne connaissais pas. Nathalie Paraga, bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Vous êtes socio-coiffeuse. Expliquez-moi, c'est quoi votre métier? Alors, la socio-coiffeuse, c'est une complémentarité par rapport au métier de la coiffure. Donc, j'ai été formée il y a 3 ans. Et c'est pour coiffer tout ce que, au niveau de la coiffure inclusive. La coiffure inclusive, donc c'est des gens qui peuvent, donc on peut coiffer dans le médical et dans le social. Donc c'est toutes les personnes qui ont du mal à se déplacer en salon ou qui peuvent pas forcément avoir des soins au niveau des cheveux. Et la socio-coiffeuse, elle est formée à ce public en situation de fragilité ou d'handicap. Ça veut dire que vous travaillez où? À l'hôpital, par exemple? Alors, on peut rentrer, effectivement, on peut être avec certains services, effectivement, hospitaliers, comme l'oncologie, effectivement, pour les personnes qui sont atteintes de cancer. On peut aller aussi dans tout ce qui est maison de retraite. On peut aller aussi dans tout ce qui est association. Donc, ça peut être aussi des femmes en situation de fragilité. Ça peut être aussi des femmes qui ont subi des violences. Donc tout ce public qui ne va pas forcément chez le coiffeur. Et c'est aussi, j'imagine, un moment d'échange, un moment particulier. Vous n'êtes pas là seulement pour couper les cheveux. Non, exactement. On est formé justement à être, c'est un soin personnalisé, parce que chaque personne qu'on a en face de nous a besoin d'une particularité, et donc on s'adapte à son besoin et on a une écoute empathique, on s'adapte dans notre posture, dans notre geste professionnel. Donc, est-ce que c'est parfois difficile? Parce que quand on est confronté à des publics fragiles, il peut y avoir des gens qui se confient, qui confient des douleurs, des expériences lourdes. C'est pas si facile d'être une éponge et de les recevoir. Exactement. Et grâce à cette formation, justement, on apprend à se protéger.
de tout ça. Et ça, c'est ça qui est formidable, que moi, j'étais coiffeuse en salon, et c'est vrai, comme vous le dites, j'étais vraiment une éponge, et par moments, c'est vrai qu'on peut saturer, et là, on apprend à se protéger. Et ça, ça fait partie de la formation de la socio-coiffure. À être présent, empathique, tout en se protégeant. Exactement. D'accord. Donc, comme on dit, on a un cadre, il ne faut pas le dépasser, ce cadre, pour être bien. Parce que vous avez été formée, mais vous êtes également formatrice à la Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France. Ça existe un peu partout, ou alors c'est un des premiers endroits où on forme à la socio-coiffure? Je vous l'annonce, c'est qu'on a une grande fierté, ça va être la première fois qu'on forme au métier de la socio-coiffure. Oui. Donc on sera vraiment les premiers dans toute l'Île-de-France. D'accord. Dans toute l'Île-de-France ou dans toute la France? Alors pour l'instant, on est les premiers sur l'Île-de-France. D'accord. Okay. Et sur la France, personne ne forme à la socio-coiffure non plus dans les CFA. Bon. Alors, si vous devez la convaincre des futurs apprentis à suivre cette formation, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, pour venir chez nous, il faut déjà on a des jeunes qui sont, par leur parcours, intéressés par ce métier, et pour eux aussi c'est un beau métier parce que ils vont faire de la coiffure différemment, et ils sont déjà même jeunes sensibilisés à ça, que ça soit bien dans le médical ou dans le social, parce que eux-mêmes ils ont des parcours de vie où ils sont touchés par ça, et du coup ils ne savent pas que ce métier existe, et ils se disent moi je veux faire de la socio-coiffure. Comment vous êtes payé, tiens? Question triviale, par les collectivités, par les hôpitaux, par les patients eux-mêmes? Alors, en EHPAD, ça peut être effectivement soit par un groupe ou soit par les personnes d'eux-mêmes. Ouais. Et ça peut être aussi dans les hôpitaux, essayer de trouver des enveloppes, des subventions, ouais, pour avoir une enveloppe pour aborder des soins. Parce qu'il y a des hommes, des femmes qui n'ont pas les moyens. Exactement. Donc, via les associations, s'ils arrivent à trouver des subventions et dégager un petit peu une enveloppe pour nous, c'est comme ça qu'on peut rentrer dans... Ça donne du sens à votre métier? Mais complètement. Ça donne du sens, et au moins on sait pourquoi on est là. Parce qu'on accompagne des gens à un instant T de leur vie, aussi bien en fragilité, en handicap, et on essaye de vouloir les réinsérer, et surtout leur donner de l'estime de soi, la confiance en eux, et puis qu'à un moment donné, ils vont sortir... s'occuper de leurs cheveux ou s'occuper d'eux, parce que pour des soins, des modelages crâniens pour les personnes, pour eux c'est une bulle d'oxygène, une bulle d'air, et forcément ils ont le sourire, et nous aussi. Merci beaucoup Nathalie Paraga, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à la fin de l'émission, c'est déjà la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.